Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre cycle de conférences. Notre invité est une personnalité au parcours atypique, car il n'est pas un historien comme nous avons souvent l'habitude d'en accueillir ici. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui David Bruna, normalien et philosophe, qui a exercé successivement à l'université, dans des cabinets ministériels, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles avant de se lancer dans le conseil aux entreprises. David Bruna est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, essais, récits, biographies à caractère historique, philosophique ou politique. À la machine, Vie d'Elisabeth de Miribel. L'ouvrage que David Bruna vient nous présenter nous plonge aux sources de la France libre et au cœur d'un destin exemplaire. Comme chacun sait, Elisabeth de Miribel est celle qui a tapé l'appel du 18 juin du général de Gaulle à Londres, puis elle est rapidement devenue une auxiliaire précieuse de l'histoire qui a côtoyé les plus grands. Mais elle est bien plus que cela. Une légende qui allie la foi et le patriotisme. Vous la décrivez également comme une femme vivante, sportive, gaie et belle. Votre ouvrage, qui emprunte autant à l'œuvre d'un historien qu'au travail d'un romancier, est aussi le portrait sentimental d'une grande dame française. C'est donc un travail aux multiples facettes, aussi riche que passionnant. Très utile également, car ce livre empathique est le premier ouvrage paru en librairie sur Elisabeth de Miribel. Une conférence que nous attendions et qui se devait d'être présentée ici. Bienvenue, cher David Bruna, à la Fondation de la France Libre. Merci beaucoup de votre accueil, je suis très touché. Je le suis d'autant plus que c'est la première fois que je l'avoue avec honte, que je mets les pieds à la Fondation. C'était l'occasion, grâce à Elisabeth de Miribel, grâce à vous. Je vous remercie d'être présent pour parler de ce personnage à la fois central et un peu tangentiel, un peu méconnu de la France libre. De la France libre, mais pas seulement, parce que son parcours peu commun déborde le cadre on va dire, de l'histoire gaulienne en général. Alors, vous avez tout dit dans la présentation, j'ai presque plus rien à ajouter, mais bon, j'ai quand même quelques petits trucs dans ma poche. J'ai quelques images que je voudrais vous présenter. Dans l'ouvrage, vous verrez, il y a un cahier central avec des photos. C'est une sélection de photographies que j'ai réalisées à partir du fonds Miribel, qui se trouve dans une autre fondation, sœur, Idoine, qui est la fondation Charles de Gaulle. Le fonds Miribel a été versé à la fondation quelques années après sa disparition par, je crois, une de ses sœurs, une des sœurs d'Elisabeth de Miribel. Je vais vous montrer donc quelques images qui, pour l'essentiel, ne figurent pas dans ce cahier et qui éclairent certains aspects de sa vie que je voudrais mettre en évidence. Au préalable, je voudrais juste vous dire qui je suis. Monsieur Bayard l'a dit brillamment avec un esprit de synthèse que je salue. Je voudrais juste ajouter, au regard de ce livre, d'où je parle, quelle est mon origine. Pour ce livre, je ne vais pas vous faire un discours des origines en général, une des raisons pour lesquelles je me suis plongé dans cette aventure éditoriale, c'est évidemment que la France libre me parle. Me parle d'abord, parce que j'ai une histoire, sans être historien, un historien atypique qui fait des ouvrages atypiques, et celui-ci l'est tout autant que les autres, sinon plus. C'est pas du tout une biographie. C'est un entre-deux entre l'essai, la réflexion, la méditation, et puis la recherche historique et historiographique. Je baigne depuis que je suis né, si vous voulez, dans la geste gaulienne. Mon grand-père, qui était un médecin lyonnais, très discret dans son action, mais qui a eu un rôle important dans l'orbite du réseau combat, a été une des figures de proue de la résistance médicale à Lyon. C'était important pour s'occuper des résistants, c'était important pour s'occuper
des jeunes qui étaient appelés à servir en Allemagne, et il a jugé que la plupart des jeunes hommes qui lui étaient présentés dans son cabinet présentaient malheureusement des affections, des pathologies qui l'empêchaient de partir en Espagne, en Allemagne. En d'autres termes, il a signé à tour de bras des certificats médicaux totalement mensongers, alors qu'il avait devant lui de solides gaillards qui auraient pu, hélas, servir l'économie de guerre allemande, et dont il a jugé, alors, avec discernement, parce que ça pouvait l'exposer à un certain danger. Il a raconté après la guerre qu'il avait menti sous serment de façon répétée. Il l'avait fait pour la bonne cause, et néanmoins il en éprouvait quelques scrupules, mais c'est ainsi. Et il a opéré un certain nombre de grands résistants, et je me tourne vers M. Bollier, vers Vianney Bollier. Il se trouve que le papa de Vianney, le très grand résistant, qui pour le coup est bien connu, et qui a été célébré après sa disparition très précoce. Il avait 24 ou 25 ans quand il est mort les armes à la main, en juin 1944. Ils se sont rencontrés en pleine guerre, 42, 43. Mon grand-père l'a opéré. On a encore le certificat d'opération, une espèce de coup de foudre amical. Mon grand-père était très impressionné par ses qualités intellectuelles et son courage et ses qualités d'organisation. Et par-dessus le marché, il a écrit un journal pendant la guerre, dont on ignorait l'existence. Il est mort dans les années 90, il ne nous en a jamais parlé. On l'a redécouvert par hasard, il est très intéressant, avec un regard de médecin sur les événements, sur la période. Il a été versé aux archives de Lyon, au CHRD, au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, et les historiens en font leur miel sur un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est la partie paternelle. Et mon autre grand-père était lui, il était officier, pas de carrière, mais c'était un centralien, donc il savait calculer, et il s'est engagé en 1944 dans la première DFL. Il s'est battu en Provence, il s'est battu sur les champs de bataille auxquels la DFL a été confrontée, et il est resté sous les drapeaux jusqu'en septembre 1945, donc plusieurs mois après l'armistice et la fin de la guerre, en tout cas la fin de la guerre en Europe. Donc de part et d'autre, j'étais cerné, et cette histoire gaulliste, gaulienne, est aussi mon histoire familiale, et par voie de conséquence ma propre histoire. Je dis mes grands-pères, mais mes grands-mères également, qui étaient tout à fait de la partie. On reparlera des femmes dans la résistance. C'est un sujet qui aujourd'hui commence à être bien éclairé, mais qui pendant très longtemps a été laissé sous le boisseau, et il était temps de réhabiliter l'action absolument déterminante qui a été celle des femmes pendant la guerre, en général, et en particulier celle d'Elisabeth de Miribel. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi me lancer dans ce travail. Je vais vous montrer quelques photos. Alors ça, c'est pas une photo d'Elisabeth de Miribel, vous reconnaissez son chef. C'est une photo intéressante qui date de 1944, du 4 juillet 1944. Et c'est une photo qui lui dédicace, comme une star de cinéma qui enverrait une photo signée de lui. Vous avez Brad Pitt qui envoie une de ses admiratrices ou une de ses secrétaires une photo, une très belle photo, donc qui date du 4 juillet, et qui dit ceci: à Mademoiselle Elisabeth de Miribel, un de mes tout premiers, un de mes meilleurs compagnons. Souligné meilleur. Un des tout premiers, ça va de soi. On va voir à quel point, dans la chronologie, il n'y a pas plus premier, il n'y a pas plus originaire qu'Elisabeth de Miribel. Et un des meilleurs. J'observe au passage que si la place des femmes dans la résistance doit être mise en valeur, le vocable de compagnon peut difficilement être féminisé. S'il avait écrit « une de mes meilleures compagnes », ça aurait pu prêter à confusion. Je le dis avec un clin d'œil parce que, comme il était prévisible, des rumeurs ont couru, évidemment, sur une
liaison prétendue, à laquelle je ne crois pas du tout, entre De Gaulle et Élisabeth de Méribel. Le bruit a été lancé assez tôt, en pleine guerre. D'ailleurs, ils en ont un peu souffert l'un et l'autre. Et il a été repris par Franz-Olivier Gisbert dans son histoire de la Ve République, où il aime bien les ragots. Il aime bien les ragots, c'est un journaliste, donc on peut comprendre. 3 ou 4, et alors, c'est une photo c'est une photo qui a été mise aux enchères chez Drouot l'an dernier, pas loin d'ici. Alors moi j'étais très excité quand j'ai eu connaissance de cette vente. Je me suis précipité chez Drouot. J'ai vu que elle était proposée à un prix qui était convenable, on va dire, et puis elle a un peu flambé pendant la vente. C'était avant la vente qui a eu lieu chez Arcurial en fin d'année dernière, où là on a atteint des sommets absolument délirants. Mais c'est parti à plus de 5 000 €, donc je n'ai pas, en dépit de l'amour ardent et aveugle que je voue à mon héroïne, j'ai pas jugé que l'œuvre en valait le prix. Donc, une photo de juillet 44, mais qui nous ramène évidemment à ce premier compagnon, c'est-à-dire des tout premiers jours de la Résistance à Londres en juin 40. Alors ça c'est des images sympas, c'est une graphique, c'est une photo que j'ai prise à Colombey, au Mémorial, le 9 novembre dernier, qui met en scène cette journée tout à fait particulière que je raconte à ma manière, sous la forme d'une pièce de théâtre, hein, vous verrez, c'est un peu baroque, un peu burlesque, mais qui met en scène cette séquence tout à fait hors norme des tout débuts de la France libre. On est donc le 18 juin, Geoffroy de Courcelles, qui est l'aide de camp du général de Gaulle depuis quelques jours, hein, depuis qu'il a été appelé au gouvernement par Paul Reynaud le 5 juin, donc depuis une dizaine de jours, il est à son service et, coup de chance, double coup de chance, c'est un ami d'enfance d'Élisabeth de Méribel, et de surcroît, elle se trouve à Londres à ce moment-là, depuis le début de l'année 40. Il l'appelle, il lui dit: on a besoin de vous. Ils vous voient à l'époque, ils vous verront d'ailleurs toute leur vie. On a besoin de vous, je suis au service d'un général qui a eu des fonctions politiques et qui a un texte à mettre au propre, à dactylographier. Est-ce que vous êtes disponible pour le faire? Forcément, on s'adresse à une femme pour une tâche pareille. Ce qui lui vaudra, puisqu'elle va se mettre à taper ce texte, elle accepte évidemment, et sans vraiment savoir taper, elle tape d'une main très très mal, ce qui lui vaudra d'être appelée la secrétaire du général de Gaulle, ce que, à proprement parler, elle n'a jamais vraiment été. Elle a tenu son secrétariat pendant quelques semaines avant de partir au Canada, mais c'est pas ce qu'on appelle une secrétaire. Elle n'a pas une formation. Elle était au Quai d'Orsay et elle avait été envoyée dans la mission économique que dirigeait Paul Morand, grand diplomate à l'époque et futur grand opposant. Grand diplomate et grand vichiste. Et grand vichiste, grand collaborationniste, grand antisémite, grand antigaulliste, enfin voilà, tout ce qu'on veut, mais aussi grand écrivain quand même. On ne peut pas être mauvais en tout et de faire que des erreurs. Et la manière dont la scène est représentée me semble assez heureuse, assez éloquente, et en particulier, bon, on sait que De Gaulle fume à l'époque comme un sapeur, mais elle aussi est une fumeuse, hein, c'est une jeune femme à l'époque, elle est née en 1915, elle a 25 ans, hein, elle n'a même pas 25 ans, elle est née au mois d'août, donc c'est une très jeune femme qui se retrouve au cœur de l'histoire par le plus grand des hasards. Et on la voit sur sa machine en train de taper ce qui deviendra l'appel du 18 juin. Voilà, il est midi environ et elle tape le texte à la machine. C'est reconstitué
d'après son témoignage et d'après celui de Geoffroy de Courcelles, qui d'ailleurs ne coïncide pas forcément sur tous les détails, mais ça n'a pas d'importance. C'est en français, c'est en anglais, et c'est en allemand. Elisabeth de Miribel schreibt den Text auf der Maschine. Et là, ça m'intéressait parce que ce que j'ai pas dit dans le livre, car je ne le savais pas, c'est que le texte a été tapé sur une machine de marque américaine, ça je le savais, une Underwood. Ce qui est quand même amusant de se dire que le texte d'appel à la résistance de la France a été tapé sur une machine qui n'était pas française. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas d'autres? Est-ce qu'on n'a pas vraiment prêté attention? Mais ce que je ne savais pas quand j'ai écrit le livre, c'est que Mein Kampf a également été tapé sur une Underwood. Et c'est peut-être le même modèle, mais en tout cas c'est la même marque. Donc sur une machine américaine. Et vous verrez, il y a un chapitre sur la secrétaire, alors qui elle était bien la secrétaire d'Hitler, qui n'a pas écrit, qui n'a pas tapé Mein Kampf, puisqu'elle est rentrée à son service pendant la guerre, donc des années après l'écriture de Mein Kampf. Mais c'est amusant, c'est curieux de se dire que ces deux textes qui ne se ressemblent pas vraiment ont été tapés sur une machine d'une marque américaine. Alors, voilà, donc elle tape le plus clair de la journée, elle déchiffre cette écriture difficilement déchiffrable avec l'aide de Geoffroy de Courcelles, et puis il se dirige vers la BBC, la BBC, hein, comme disait De Gaulle, en fin d'après-midi, et elle ne l'accompagne pas jusqu'au studio, puisqu'elle rentre chez elle, et elle raconte dans ses mémoires qu'elle n'écoutera pas l'appel tel qu'il sera prononcé par le général dans la soirée. Elle ne l'écoute pas, mais elle le connaît par cœur. Et donc c'est un des tout premiers compagnons. Et alors il y a ceux qui répondent à l'appel très tôt, on les connaît, et puis il y a ceux qui devancent l'appel. Et elle, à proprement parler, c'est, je pense, la première Française libre. Donc il pourrait y avoir peut-être à la Fondation, ici, une plaque pour Elisabeth de Miribel, la première Française libre, par la chronologie. Alors on pourrait dire peut-être que Madame de Gaulle a été la première Française libre, mais c'est vraiment le tout premier cercle. Alors, est-ce que c'est la machine? Je n'ai pas pu ramener la machine, donc j'ai une petite machine qui n'est pas vraiment une machine, qui est un taille-crayon, et j'y tiens beaucoup. C'est mon fils qui me l'avait offert il y a quelques années, et je trouve que c'est... Alors, sur la photo, on pourrait s'imaginer que c'est une grosse bécane, mais parfois les images sont trompeuses, même sans IA. En réalité, on voit à l'échelle que c'est une machine miniature, n'est-ce pas? Voilà la vraie, que vous connaissez sans doute, hein, si vous êtes allé à la Fondation Charles de Gaulle, rue de Solferino. Elle se trouve dans le bureau du général, qui l'occupait à l'époque du RPF. Et voilà, c'est ce modèle qui a servi à taper l'appel du 18 juin. Modèle d'un autre âge et un goût d'antan, plus personne ne tape à la machine aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui tapent à la machine. Alors, il y en a qui les collectionnent. Il y a une machine à écrire, ça a d'ailleurs une certaine valeur, des pièces qui sont assez recherchées, mais sur lesquelles on ne tape plus, enfin on ne s'en sert pas. Voilà, donc c'est une pièce qui a une valeur historique très, très grande, et qui a d'ailleurs été donnée par Elisabeth de Miribel elle-même. Elle avait un jeu de 2 machines identiques, et c'est sur une des 2 que l'appel a été tapé. On la voit, là c'est une photo d'elle, hein, prise pendant la guerre, à la fin de la guerre. On voit qu'elle est très jeune, elle est très studieuse, elle est concentrée sur une tâche d'écriture. Voilà la vitrine, un plan plus large. On voit donc médaille du général, et en bas vous voyez sa médaille de la résistance avec ce ruban noir et rouge très reconnaissable. Noir et rouge comme dans Stendhal, mais c'est pas le rouge et noir, vous savez pourquoi,
le noir du deuil et le rouge du sang versé pour la patrie. On voit une photo d'elle que je vais vous montrer de façon plus zoomée, et puis un exemplaire de son livre, de ses mémoires, qui sont parus au début des années 80, avec ce très beau titre « La liberté souffre violence ». Et sur la gauche, c'est son passeport. Et la grosse médaille, c'est la médaille de la flamme de la résistance, que vous connaissez, qui a été frappée après la guerre, et qui porte ces paroles fameuses « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Un autre plan de la vitrine, avec un petit char, et alors quelques photos d'Elisabeth, paf, là aussi on voit que c'était une chasseuse. Il y a un côté un peu, là c'est une photo prise dans une propriété familiale avant la guerre, on voit un côté, j'ose pas dire Amazon, mais enfin on voit une jeune femme, on imagine une jeune femme entreprenante, de très bonne famille, hein, c'est une aristocrate qui descend du maréchal de MacMahon. On reviendra, si vous voulez, sur cet aspect de sa généalogie qui est très intéressante. Jeune femme sportive, hein, pleine d'allant, elle aime la montagne, elle en fait beaucoup. Dans les années 30, elle fait des voyages dans le Tyrol, en Autriche, elle se rend en Allemagne, elle lit Mein Kampf, elle lit Rosenberg, donc elle est informée très tôt du péril hitlérien, elle voit clair, hein, bien plus et bien plus tôt que la plupart des observateurs français. J'aime beaucoup cette photo. Et là, on la voit, c'est quelques années plus tard, c'est pendant la guerre. Elle est au Canada, et c'est une photo qui a été prise en 1942. Elle est envoyée en mission par la France libre pour défendre la cause dans un pays qui était plutôt acquis aux idées de Vichy, pour créer des comités de la France libre, pour lever des fonds, pour rallier des autorités influentes, et elle s'accorde une pause pour aller skier près de Montréal, et la photo est aussi bien sympa. Avant la guerre, elle étudie à Genève, elle étudie les sciences de l'éducation, et un peu aux grandes dames de sa famille. Après son bachot, elle s'engage dans l'étude des lettres, donc là ça va bien, et puis un beau jour elle dit à ses parents qu'elle souhaite s'occuper des jeunes marginaux, et l'accueil qui lui est fait par sa famille est plutôt négatif, voire franchement hostile. On lui répond qu'on ne s'occupe pas de ces gens-là, alors qu'elle appartient à un milieu catholique, évidemment bon teint, mais très, très raide. Et vous voyez d'ailleurs, ça c'est son diplôme, hein, qui atteste du fait qu'elle a suivi les cours de l'université de Genève, et notamment de Jean Piaget, grande figure de l'histoire de la psychologie de l'enfance, qui restera d'ailleurs un de ses amis jusqu'à la fin de sa vie. Et on voit d'ailleurs, je ne sais pas si on voit, là, donc elle a suivi un certain nombre de certificats de mineurs, de majeurs, je ne sais pas comment dire, et on voit donc qu'il y a un truc sur l'hygiène mentale, et là c'est éducation des arriérés. À l'époque, on parle des arriérés. Voyez, voilà. Un langage cru d'un autre temps. La voilà, donc elle est bien fumeuse. Hein. Elle est bien fumeuse. Et oui, moi je la trouve belle. C'est une appréciation qui est tout à fait subjective, mais enfin d'une grande élégance. On sent une personne volontaire, résolue, gracieuse. Enfin, moi je suis tombé amoureux d'elle. Je ne l'ai jamais rencontrée. Elle est décédée il y a 20 ans, hein, en 2005. J'aurais bien aimé la rencontrer, mais ça s'est pas fait. Mais je me suis pris de passion pour elle. Tout bien, tout honneur, hein, je le précise. Il n'y a pas de rumeur qui ont couru, pour le coup. Voilà, c'est une personne
bien de sa personne, si je puis dire. La voilà. Alors ça, c'est une photo, c'est un panneau, c'est un détail d'un panneau que j'ai photographié à Colombey, dans le parc de la Boisserie, à peu près à l'endroit où avant il y avait un tennis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il ne jouait pas au tennis en général, mais il avait fait construire un tennis pour ses petits-enfants, qui a été rasé d'ailleurs. Alors les amateurs de tennis sont tristes, mais c'est comme ça. Et il y a eu une belle exposition sur l'épopée de la France libre, et il y avait un panneau qui représentait donc Élisabeth de Miribel, une des toutes premières Françaises libres à porter la croix de Lorraine, mais dont le rôle, encore une fois, ne se limite pas à avoir tapé l'appel du 18 juin, même si elle est passée à la postérité pour ça. Sa vie va bien au-delà. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, hein. Elle a un côté un peu butin, très facétieux. Une photo qui a été prise par une photographe franco-américaine, française, Thérèse Bonnet, qui avait fondé une agence de photos américaine avant la guerre. Et c'est une photo pleine de peps, quoi, on pourrait dire. Sa médaille de la résistance, voilà, que le général de Gaulle lui remet en mai 1943. Alors, dans le livre, je fais parler la médaille, donc c'est pas très académique, hein, comme approche, c'est pas une thèse, sa médaille parle. À un moment donné, j'imagine un rêve qu'elle a, elle est en montagne, elle aimait la montagne, elle est dans le Vercors, elle imagine qu'elle tue Hitler, enfin, des choses qui peuvent sembler extravagantes, hein, mais je n'aspirais pas à la précision factuelle et à me limiter aux seuls faits historiques, mais aussi aux vraisemblables. Voilà, sa médaille. Son livre très, très important, que je vous recommande, parce qu'il est passionnant, parce qu'il est bien écrit. Il a eu un grand succès, il est paru en 81, 82, il a eu des prix Saint-Simon notamment, qui couronnait une œuvre à caractère autobiographique. Le prix avait été remis par, le jury était présidé par Maurice Schumann, qui était un de ses amis, avec lequel elle avait noué une grande amitié au début de la guerre, et qui a perduré. Elle a été très liée à beaucoup d'hommes de lettres, hein, et d'une certaine manière, tous ces patrons et tous ces parrains ont été des hommes de lettres. Ça a commencé avec Paul Morand, sous lequel elle a travaillé peu de temps, mais qui l'a quand même marqué. Elle fait d'ailleurs de lui un très joli portrait dans ce livre. Ça a été le cas avec De Gaulle, dont on n'oublie pas que c'est un homme de lettres de grande importance. Ça a été le cas avec Malraux, elle était très, très proche de Malraux. Et c'est une femme de lettres accomplie qui a écrit plusieurs livres, dont un sur Edith Stein, qui était une carmélite allemande, qui est morte à Auschwitz dans des circonstances tragiques. Et Élisabeth de Miribel, quand elle a été elle-même au Carmel, a commis un ouvrage de toute beauté sur Edith Stein, qui était une philosophe de formation, qui avait été une élève, une disciple de Husserl, et qui s'est convertie à la religion chrétienne. Alors, elle n'est pas complètement oubliée. Il y a eu cette année, au mois de juin, un hommage qui lui a été rendu par le Souvenir français, par la ville de Paris, par la mairie du 7e arrondissement. On me dit que la maire du 7e est très intéressée par la figure d'Élisabeth de Miribel, deux personnalités qui ne se ressemblent pas, mais après tout, on peut être inspiré par des parcours différents. Et il y avait aussi la présence des associations mémorielles et de sa famille. Elle n'a pas eu d'enfants, mais c'est des neveux, des petits-neveux, des parents qui lui ont rendu hommage dans la cour de l'hôtel où elle a vécu, son hôtel particulier de la rue de Bellechasse, l'hôtel de MacMahon. Et donc elle est présentée comme une combattante de la France libre qui a encore une fois dactylographia
l'appel du 18 juin, femme de lettres et diplomate française, c'est tout à fait vrai, mais on peut rajouter qu'elle a été aussi religieuse, elle a été carmélite pendant 5 ans, et elle a été journaliste, reporter de guerre à la fin de la guerre et dans les premières années de la libération, de l'après-guerre. Alors, pourquoi je me suis lancé dans ce travail? Il y a une raison accidentelle, j'allais dire, outre le fait que j'ai baigné dans ces grandes sagas résistantes, c'est que il y a quelques années, je fais une visite de la Fondation Charles de Gaulle avec son président, Hervé Guémard, mon ami Hervé, qui a préfacé le livre, et je découvre la machine que je ne connaissais pas. Je me dis, bah tiens, ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur Elisabeth de Méribel, qui était pour moi un nom comme ça, dont j'avais entendu parler, mais sans plus. Je savais à peine qu'elle avait tapé l'appel, mais voilà, j'étais curieux d'en savoir plus, qui était cette jeune femme qui avait rallié le général très tôt, très jeune et très efficacement. Et je me dis, je vais aller en bibliothèque, je vais regarder les ouvrages qui lui sont consacrés. Zéro, rien, pas un livre. J'étais un peu surpris, je me dis, je vais regarder dans les mémoires de guerre de Gaulle. Elle est là le 18 juin, aux premières loges, elle joue un rôle important, un de ses meilleurs compagnons, un des tout premiers. Que dit de Gaulle sur elle? Rien. Vous pouvez vérifier, son nom n'est pas cité dans les mémoires de guerre de Gaulle. Alors qu'à plusieurs reprises, évidemment, il mentionne Geoffroy de Courcelles. Il y a énormément de noms de personnalités qui sont mentionnées dans les mémoires de guerre, très essentiellement des noms d'hommes, hein, des militaires, des administrateurs, des diplomates, des chefs d'État. Des femmes, il y en a vraiment très très peu. Un petit peu séparantes, un petit peu des personnalités féminines, étrangères, qui ont joué un rôle important dans le soutien à la France libre, mais il y en a très peu. Donc, Elisabeth de Méribel, nada, rien. J'étais quand même surpris, et je me dis, mais peut-être qu'il y a des travaux universitaires, des mémoires, des thèses de doctorat qui nous ont été consacrées. Rien du tout. J'étais un peu triste, et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce travail, sans être historien, et je le répète, hein, sans aspirer à faire une œuvre d'historien, mais à faire connaître une personnalité qui n'est pas très connue, mais qui vraiment gagne à l'être. Alors, elle gagne à l'être pour plein de raisons. Le rôle des femmes dans la résistance, on l'a dit. Le rôle des jeunes, les armes à la main, mais des jeunes femmes qui jouent un rôle aussi central dans l'appareil de la France libre, il y en a très peu. C'est un des rares exemples donc, qui mérite d'autant plus d'être mis en valeur. Le rôle de la parole, parce qu'elle ne se bat pas les armes à la main, même si à un moment donné elle a voulu être parachutée en France. Évidemment, De Gaulle a dit ce n'est pas votre place, vous avez mieux à faire ailleurs, vous serez plus utile. Elle parle, elle fait des conférences au Canada, elle rencontre des gens, elle écrit, elle tient des chroniques dans les journaux canadiens, dans les journaux d'Amérique, en langue anglaise, en langue française. Elle a un magistère de la parole qui est important. Donc c'est une résistance active qui ne se fait pas, encore une fois, les armes à la main, mais qui est absolument fondamentale et qui ensuite se muera en témoignage quand elle aura rejoint la deuxième DB, dans laquelle elle deviendra reporter de guerre et elle couvrira la fin du conflit, la libération du territoire français et théâtre d'opération en Allemagne. Donc ça c'est important. Je serais tenté de dire que j'en ai profité
pour créer dans ce livre, qui est un hommage sentimental, on va dire, à Elisabeth Miribel, une autre héroïne avec des guillemets, c'est-à-dire la machine. Il y a une réflexion sur la machine et donc sur l'art d'écrire. Et est-ce qu'on écrit de la même manière à la machine ou à la main, à la plume ou à l'ordinateur? C'est une question qu'en tant qu'auteur, je me pose, et je ne suis pas le seul à me la poser. Pourquoi on écrit? Pour faire revivre un destin, pour faire connaître une histoire, pour partager des valeurs. On écrit aussi pour dire merci. Et moi, dans ce travail, il y a une dimension de gratitude pour ses ascendants, pour ses aïeux, qui m'ont insufflé des valeurs que je crois bonnes, hein, des valeurs de liberté, des valeurs de patriotisme, des valeurs d'engagement, des valeurs de respect de la dignité humaine, qui sont les valeurs pour lesquelles Elisabeth de Miribel s'est battue. Donc il y a cette dimension, dire merci. Un autre aspect des choses qui m'a beaucoup frappé dans son parcours et dans son engagement, c'est qu'est-ce qui fait qu'Elisabeth de Miribel devient gaulliste et prend fait et cause sans hésitation pour De Gaulle et pour la France libre, et pas pour un autre camp, voire pour aucun camp du tout. Et ça, il y a une part d'énigme parfois dans les choix qui sont embrassés par des individus. Parce que dans son parcours familial, tout plaide pour qu'elle fasse un autre choix. C'est l'arrière-petite-fille de MacMahon, qui est, sauf erreur de ma part, le seul maréchal de France qui soit devenu chef de l'État avant celui qu'elle n'a pas voulu servir, en 40. Les deux fois, ça ne s'est pas très bien terminé, parce que ça veut dire que quand un maréchal devient président de la République ou chef de l'État, ça se passe mal par principe. Il n'y en a que deux, donc c'est pas une grosse série. Mais enfin, elle vient d'un milieu où le gaullisme, à l'époque naissant, n'est pas très en faveur, n'est pas très en cours, et ça n'est pas faire insulte à ses parents, puisqu'elle le dit elle-même dans son livre de souvenirs, dans son autobiographie, que ses parents sont des vichistes, sont des pétainistes fervents. Et il y a d'ailleurs dans le fonds Miribel à la Fondation Charles de Gaulle, des lettres que lui envoie sa mère en pleine guerre, où elle la semonce, hein, où elle lui dit qu'elle fait les mauvais choix, enfin, c'est un peu la honte de la famille, si vous voulez, hein, pour dire les choses sans détour. Ils m'en ont un peu voulu, les Miribel, d'avoir dit ça dans mon bouquin, mais c'est la vérité. Hein, et j'ai les pièces, je les tiens à la disposition de qui veut, on a des preuves. Et elle souffre évidemment de cette situation, de cette discorde familiale, parce qu'elle aime beaucoup ses parents, parce qu'elle les chérit, elle les admire, mais c'est pas son choix. Et dès le 17 juin, elle écoute en direct le discours de Pétain qui dit qu'il faut renoncer au combat, etc. Elle est ulcérée et elle a une réaction épidermique. Et dès ce moment-là, elle sait, et elle ne reviendra jamais sur sa décision, qu'elle n'épousera pas la cause de l'État français. C'est fini. Ça donne une idée aussi de son tempérament, de sa fermeté d'âme, de sa constance, de sa clairvoyance, et de son goût aussi de l'aventure. Hein. Et je pense qu'il y a aussi cette dimension, ce tropisme très, 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 très affirmé chez elle. Voilà, tout ceci fait d'elle un super cocktail. Moi, si j'étais un producteur, un scénariste de série, un représentant de Netflix, je n'aurais de cesse
de la lancer au cinéma, parce que c'est un sujet en or. En plus, elle a été religieuse, elle a été diplomate. Alors, elle a eu une très belle carrière dans la diplomatie, puisqu'elle est sortie... Alors, elle entre au Carmel. Ça, c'est finalement assez banal dans ces milieux. Ce qu'il est moins, c'est qu'elle y entre à la fin des années 40, après avoir été quand même aux avant-postes de l'histoire. Et ce qu'il est encore moins, c'est qu'elle en sort au bout de quelques années, jugeant que sa voix est ailleurs. Elle a répondu à l'appel de Dieu, elle va continuer de l'écouter, mais sous une autre forme, et elle revient à la vie civile, non sans mal, et elle regagne son corps d'origine, c'est-à-dire le Quai d'Orsay, et elle va faire une très belle carrière dans des postes à l'étranger, pour l'essentiel. Elle sera un petit peu à Paris, donc en administration centrale, mais elle va être nommée consul notamment, elle sera consul en Autriche, elle sera consul à Florence, où elle finit sa carrière à la fin des années 70 comme consul général à Florence. Elle aurait pu être ambassadrice, enfin femme ambassadeur. On lui a proposé une ou deux nominations, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, c'est aussi une pionnière de la féminisation de la diplomatie française. Donc il y a mille et une raisons pour qu'on la cite en exemple et qu'on en fasse une figure de proue d'un féminisme bien compris, si vous voulez. Donc moi, je crois beaucoup à la leçon, à l'exemple qu'elle nous envoie. Je suis ravi qu'il y ait eu cet hommage. J'aimerais beaucoup qu'il y ait symboliquement des rues qui soient baptisées de son nom, qu'il y ait des promotions, par exemple. Je me dis à la Légion d'honneur, qui est une promotion, puisque je crois qu'à la maison d'éducation de la Légion d'honneur, il y a des noms qui sont donnés et qui une promotion Elisabeth de Méribel aurait beaucoup de sens, certainement. Donc c'est une figure qui nous parle. Je suis bien conscient de ne pas avoir épuisé le sujet. J'ai lancé le sujet, je l'ai ouvert, je l'ai amorcé. Je souhaite qu'il y ait d'autres travaux d'historiens qui se penchent sur elle. Je crois savoir qu'il y a un livre qui est en préparation sur la dimension sur son parcours plutôt spirituel. Je crois qu'il y a une biographie qui est envisagée par ailleurs, et ce sont de très bonnes nouvelles. Pour le moment, mon livre est le meilleur, c'est le seul. Peut-être ne le restera-t-il pas, mais en tout cas, il aura eu le mérite d'être le premier. Voilà. Et quelques éléments que je voulais vous... Alors, je ne sais pas comment ça se passe, si on a un échange, des questions-réponses, des interpellations. Alors on va déjà applaudir notre conférencier pour le remercier. Merci pour ce portrait-là qui nous l'a rendu évidemment encore plus humaine, encore mieux connue, puisque finalement elle souffre encore d'ailleurs de cela. Et oui, il va y avoir dans la salle des remarques, des questions, allez-y, n'hésitez pas à les poser maintenant. J'ai lu quelque part que quand elle était à Alger, elle aurait eu une aventure ou une relation avec Antoine de Saint-Exupéry. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous comprenez? Non. On lui a prêté beaucoup de bonne fortune. Avec le général, j'en ai dit un mot tout à l'heure, avec Brossolette, qu'elle a rencontré justement quand elle va à Alger. Elle rentre d'Amérique à l'été 43 et elle voyage avec Brossolette et des proches de Brossolette étaient persuadés qu'il y avait une liaison avec elle. Honnêtement, j'en sais... Dans la vie de Saint-Ex,
dans la Pléiade, dans le type de D'accord. Pléiade. D'accord. En principe, Alors en prêtre Courriche, on a parlé de Malraux, on a parlé de, voilà, donc, de Geoffroy de ça me Courcelles surprenait lui-même. que Saint-Exupéry passe pas pour un gaulliste fervent. Pas vraiment. Pas vraiment, hein. Pas vraiment. C'est pas qu'on peut dire. Je crois qu'il ne faut pas faire grand cas de ces allégations qui, du reste, au-delà de leur caractère fondé ou infondé, juste ou insultant, sont d'un intérêt limité, Oui, c'est exact. à vrai dire. Alors il y a des journalistes, des enquêteurs de l'alcôve qui aiment savoir avec qui tel ou tel a couché ou n'a pas couché. J'avoue que ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Peut-être qu'il y a une enquête à ouvrir sur la question, mais je crois que quelle qu'ait été la vie amoureuse d'Élisabeth de Miribel, et elle a dû en avoir une, elle y fait très vaguement allusion dans ses mémoires en disant qu'à 2 reprises elle a failli se marier et puis que ça ne s'est pas fait. On n'en saura pas plus. Pudeur, grande dignité. C'est pas une figure de marbre, mais c'est pas l'aspect le plus intéressant du personnage. Et sur cette rumeur-là, Alors, si vous me permettez, j'ai aussi une autre question sur la famille de Miribel. Il y a à Paris un hôpital de la Croix Saint-Simon qui est une fondation qui a été fondée au début du XXe siècle par une dame de Miribel. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'elle appartient à la même famille? oui, c'est une parente éloignée, mais c'est une, oui, il y a un lien de. Qui s'occupait des mères, Oui. des mères célibataires, des filles mères, comme on disait à l'époque. C'est ça, oui. C'est tout. Il y avait une remarque. Oui, question, une interrogation. Vous avez dit que la mémoire de De Gaulle n'apparaissait pas, on peut être aussi étonné qu'elle n'était pas compagnon de la Libération. Il y a eu 6 femmes de nommées, si j'ose dire, 3 qui sont mortes pendant la Résistance et 3 qui ont survécu. Et pourquoi, là aussi, elle était oubliée dans ces... Oui, c'est aussi une bonne question. Vaste sujet. C'est une autre époque. Oui. C'est une autre époque où les femmes se sont battues avec beaucoup de courage. Elles ont souffert comme les hommes, elles ont eu peur comme les hommes, elles ont été torturées comme les hommes, elles ont, pour certaines, se sont battues les armes à la main. Elles n'ont pas été saluées à la hauteur de leur engagement, de leur sacrifice dans certains cas. 6 femmes sur 1038 compagnons, c'est dire effectivement le déséquilibre, pour ne pas dire... Enfin, c'est une injustice flagrante. Au niveau des tout premiers compagnons, ça se comprend parce que c'est une décoration à caractère militaire. Tout à fait. C'est-à-dire que jusqu'à grosso modo la fin 42, et puis à partir de la création de la médaille de la Résistance, les choses ont été heureusement changées. C'est-à-dire que lors de la Libération, est resté extrêmement masculin. Mais la médaille de la Résistance, elle, a corrigé en partie la chose. Et un autre aspect de ça, c'est que lors de la Libération s'arrête le 20 janvier 1946 et qu'il y avait beaucoup de dossiers de résistants intérieurs qui n'ont jamais été concrétisés parce que le général de Gaulle a signé les derniers compagnons le 20 janvier et puis il n'y en a pas eu d'autres. À part Churchill et puis le roi Georges VI, il a rouvert à titre tout à fait symbolique. 15 ans plus tard. Oui. Donc il y a, dans le déséquilibre France libre et résistance intérieure, il y a un aspect purement conjoncturel, enfin aléatoire, qui est qu'il y a au moins 200 dossiers qui n'ont pas vu le jour. Et c'était le même imprimé pour la médaille de la Résistance ou la Croix de la Libération, c'est le même imprimé de demande. Et puis, après, il y a une commission qui barre l'un, qui barre les deux, qui barre l'un, voilà. Mais ça, c'est vraiment une grosse interrogation sur l'ordre de la Libération que la limitation à 6 femmes qui est absurde. Oui. Et bon. Ça, on ne pourra pas la corriger puisque Non. c'est folklore, mais merci beaucoup pour ces précisions. Après, c'est vrai aussi qu'il y a une part d'arbitraire dans les attributions ou les non-attributions. Moi, je n'ai jamais compris parce qu'il y a des
des individus naturellement, mais il y a aussi des villes, hein, vous le savez, qui ont été faites compagnons, et puis des divisions, des bataillons, tout ça, des régiments. J'ai jamais compris pour quelle raison la ville de Lyon, par exemple, n'avait pas été faite compagnon, alors que Grenoble l'a été, Vassy l'a été, C'est à cause de Rio, ça. Nantes l'a été. Alors c'est ce qu'on a dit, Oui, oui. c'est ce qu'on a dit. Si c'est le cas, c'est bien dommage parce que les Lyonnais n'avaient pas à payer la mésentente entre De Gaulle et Herriot, qui du reste n'était plus maire évidemment pendant la guerre, et alors même qu'il a reconnu les services éminents rendus par la capitale de la résistance à la libération du territoire. Ça, j'ai jamais compris. Et alors après, Élisabeth de Miribel a été aussi couverte d'honneur. Elle a eu la Légion d'honneur, la médaille de la Résistance, le mérite, les palmes académiques, toutes les distinctions honorifiques possibles et imaginables, elle les a obtenues. Elle courait pas après. C'était une personnalité discrète. Elle s'est jamais mise en avant. Elle n'a jamais ressenti dans sa chair le fait de ne pas avoir été faite compagnon, mais c'est vrai que à l'aune de nos critères actuels, on juge qu'il y a, pour dire les choses de manière anachronique, une forme de misogynie dans la répartition. Au niveau de l'ordre, c'est clair. Je pense pas absolument, je suis absolument opposé à votre analyse. Ah bah très bien, ça Voilà. anime le débat. Formidable. Je pense que l'ordre de la libération est réservé à des actions, je dirais, bon, qui sont souvent militaires ou de résistance, mais qui sortent de l'ordinaire. Oui, Madame de Miribel a été éduque, mais elle a tapé, voilà, elle n'a rien fait quelque part qui a contribué par rapport. Moi, je suis un peu spécialiste de la deuxième DB. Il y a des gens qui ont fait des actes de guerre exceptionnels et qui ne sont pas compagnons. Bien sûr. Donc je Bien ne sûr. vois pas en quoi Bien sûr. Madame de Miribel, avec tout le respect qu'on peut avoir pour elle, parce qu'elle était là, mériterait plus que ces gens-là qui ne l'ont pas eu. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'ai jamais prétendu qu'elle mériterait. Non, mais je plus réponds un peu à aucune cette... façon. Voilà. Je pense que la société, à l'époque, était, sur ce plan-là, vous avez raison, peut-être un peu misogyne, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qui étaient en situation de responsabilité qu'elles ne sont actuellement, et ce qui explique ce chiffre dérisoire par rapport au nombre total. Et puis on peut parler aussi par exemple du fils du général, un fils général qui accomplit des actions militaires glorieuses et qui a été un des premiers sur un bateau de guerre, voilà, et qui a eu une... Voilà, et qui n'a pas eu... Oui, mais c'est parce qu'il était le fils, justement. Oui, vous pouvez pas. C'est parce qu'il était le fils, justement. Oui, non, mais... On ne voulait pas. Non, mais Là, c'est ça un truc qui était... voilà. Familial. Moi, je me rappelle que j'étais dans une classe où il y avait le fils de l'instituteur, il était plus puni que tous les autres. Voilà, c'était un état d'esprit, ça. On ne favorisait pas ses propres enfants. Oui, il y avait pas... Voilà, mais... Ouais. C'est vrai que c'est un débat, hein, c'est un grand débat. Oui, c'est un débat un peu... Il avait même été dit par passionnant. certains, de la même manière que les engagés de l'été 1940 auraient pu tous mériter, les Français libres, de l'avoir. Bien sûr, Ça aurait bien rajouté sûr. quelques centaines Non, mais là c'était militaire. Il ne suffisait pas de s'engager. Mais même dans les hommes, les attributions... parce qu'elle fait partie de la FFL de 40 en tout cas. Ça a été souligné par... On a connu ici Roger Guyamet, qui a été le président des enfants des compagnons de la Libération, et il nous disait qu'il y avait effectivement certaines attributions qui étaient assez curieuses par rapport à d'autres. C'est vrai que la situation s'explique, je vous rejoins tout à fait, on n'est pas du tout en opposition, par la structure de la société de l'époque. Des militaires, et il y a pour l'essentiel évidemment des hommes, les administrateurs d'État, parce que même dans les tout premiers, il y a des gens comme Félix Éboué, par exemple, il se trouve que par la force des choses, c'est des hommes. Il n'y a pas de femmes dans l'appareil d'État. Donc, par la force des choses, ce sont des hommes qui sont récompensés. Ceci étant, il y a eu quand même des grandes résistantes qui ont laissé leur vie pour certaines d'entre elles et qui... c'est un débat qui déborde évidemment le cas particulier de l'ordre de la libération. C'est un peu comme l'Académie française ou le prix Nobel.
qu'il mérite, ah ben, lui il ne l'a pas eu, il aurait pu l'avoir. C'est un débat sans fin. Dans ce domaine-là, vous avez aussi des phénomènes liés à la famille et aux amis. C'est-à-dire que j'étudie en ce moment les parcours des polytechniciens résistants et les distinctions des uns et des autres ne sont pas forcément en rapport avec ce qu'ils ont fait, notamment tout ce qui est posthume. Quand un réseau a été décimé, le patron du réseau n'est plus là pour proposer la décoration à ses assistants. Et donc on a une demi-douzaine de personnes qui sont largement aussi méritantes que d'autres, mais qui n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la prescription en 1953 et que personne n'a constitué le dossier. Et moi, je suis intervenu personnellement pour faire attribuer une médaille de la Résistance en 2020. Pourquoi? Parce que la famille, à l'époque, n'a pas donné suite. On a les lettres de la gendarmerie qui demandent des informations, et puis la famille n'a jamais répondu, et donc la médaille ne s'est pas faite. Alors, c'est encore possible d'avoir des médailles aujourd'hui à titre posthume, et il y en a tous les ans, 2 ou 3, une demi-douzaine. Ça n'est plus pour le légionnaire, par contre, ça s'est fini depuis 62. Mais tout dépend Et puis, alors, il y a des phénomènes très, très particuliers. Pourquoi est-ce que mon père est compagnon et pourquoi est-ce que Jean-Guy Bernard ne l'est pas? Je n'ai aucune idée, sauf qu'évidemment, mon père avait 2 enfants et Jean-Guy n'en avait pas. Donc, quelque part, c'était par rapport à, peut-être, les 2 dossiers étaient présentés de la même manière, et puis il y en a un qui l'a eu, l'autre qui l'a pas eu. Alors, allez savoir pourquoi. Et après, il y a le cas particulier de ceux qui ont refusé de l'avoir. Alors, je vous donne l'exemple de mon grand-père. C'est pas lors de la libération. Il a refusé de recevoir la médaille de la Résistance, jugeant qu'il n'avait fait que son simple, strict et modeste devoir. Il s'est brouillé d'ailleurs avec Henri Freinet, qui jugeait que c'était une manière cavalière, vaniteuse, qui se désolidarisait de ses anciens compagnons de lutte. Il l'écrit d'ailleurs dans son journal de guerre, mais il était allergique d'ailleurs à toutes ces distinctions et il l'a refusé. Donc il y en a aussi, peut-être qu'il y en a qui ont refusé d'être fait compagnon, je ne sais pas, mais j'ai cet exemple dans ma famille la plus proche d'un homme qui a jugé que ce qu'il avait fait d'ailleurs il y en a pas mal. Il n'est pas le seul. Il y en a pas mal. Ouais. Il y en a pas mal, peut-être. Moi, je viens d'avoir un exemple de petit-fils qui ne savait pas que son grand-père était résistant et qui a interrogé sa tante, donc la fille du polytechnicien en question, qui ne le savait pas non plus. Donc il a totalement occulté ses activités de résistance que j'ai découvert par hasard, parce qu'il est cité par quelqu'un d'autre, etc. Donc, il y a une variété d'implications d'un côté et d'assumer ou pas assumer, ou de parler ou ne pas parler de l'autre qui est extraordinaire. Excusez-moi, mais c'est un peu souvent le cas chez les ascendants qui sont fils de militaires, et qui m'ont dit mon père m'a jamais parlé de ça. Il y en a beaucoup. Oui. Et c'est moins le cas avec les petits-enfants. Parce que les petits-enfants, voilà. Mais ça fait partie un peu de la vie, je disais qu'un père ne parle pas de... Cette discrétion qui fait partie de la bonne éducation parfois, et puis aussi du fait de ne pas souhaiter raviver des souvenirs douloureux. Moi, mon grand-père, il ne nous parlait jamais de la guerre. Il était arrêté à 2 reprises par Barbie. Lors de son procès à Lyon, lors du procès Barbie, il a refusé d'en parler. Il avait été témoin d'atrocités dont il ne voulait pas parler, tout simplement. Et c'est une certaine attitude... Une attitude qu'on trouve aussi pour certains compagnons de la Libération, qui est très surprenant. Un peu plus, oui. Mais en fait, elle a réussi, Madame de Mérimel, à se reconstruire, à construire sa vie après cet événement, parce que c'est quand même, on peut se faire catégoriser quand on... Alors elle l'a été, hein, elle reste à jamais comme celle qui a tapé la pelle.
la dactylographe, la secrétaire de Gaulle, qu'à proprement parler, elle n'a jamais été, ça n'a pas été sa secrétaire. Elle quitte Londres au mois de juillet pour rejoindre le Canada. 40. Donc elle passe quelques semaines à son service où elle va jouer un rôle important. Elle fait son courrier, des dépêches, des messages aux autorités civiles et militaires, mais c'est une séquence qui est très courte et elle ne revoit pas de Gaulle jusqu'en 43. Donc là, si liaison il y a, elle est télépathique, elle est sentimentale, elle est symbolique, elle est tout ce qu'on veut. J'écarte pas le fait que la possibilité qu'il ait eu une sorte de coup de cœur pour elle, une jeune femme qui en plus avait le même prénom que sa fille, qui était ravissante, qui était brillante, qui venait d'une bonne famille, qui avait les mêmes valeurs. Il y a dû y avoir quelque chose, une forme de connivence sentimentale, ça c'est pas défendu, mais de là à imaginer une liaison, c'est mal connaître et le général de Gaulle et a fortiori Elisabeth de Miribel qui n'aurait jamais souffert une chose pareille. Non plus que, enfin, moi ça me semble extravagant. Elle est pour Saint-Ex, je ne sais pas, même si ça me paraît très très surprenant. Mais ça me paraît surprenant aussi, connaissant surtout le. Et puis pourquoi pas Leclerc aussi, tant qu'on y est, puisqu'elle rejoint Leclerc, elle fait sa connaissance à Alger, elle lui dit qu'elle veut le rejoindre comme reporter de guerre, et il dit moi je veux pas de journaliste et encore moins des femmes, mais si vous me retrouvez quand on aura débarqué, je vous prends dans mon équipe, ce qui va s'avérer. Mais bon, tout ceci est douteux, fumeux, brumeux et pas très intéressant, encore une fois. Je le répète, moi ce qui m'intéresse, c'est... Je vous en ai parlé uniquement parce que ça me surprenait que Saint-Exupéry, qui était quand même un anti-gaulliste virulent, qu'elle ait pu être séduite par ce gars-là, qui par ailleurs pouvait avoir du charme, mais c'est un grand écrivain, on est d'accord, mais c'est comme Morand, on est d'accord, mais enfin c'est ça. Alors après, elle a gardé des contacts avec Paul Morand. Elle a été alors c'est un parcours qui est plus nuancé qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'après l'épisode du Carmel, elle rentre au cabinet de Pierre Mendès France, qui était un résistant tout à fait patenté. Mais c'est De Gaulle qui l'envoie au Canada. Bien sûr. Oui, donc s'il avait besoin d'une compagne, il n'aurait peut-être pas écarté auprès d'elle. Oui, il aurait pu la garder auprès d'elle. Elle est reporter de guerre donc, en Normandie, là, oui. auprès de la 2e DB en Normandie. Est-ce qu'on a les écrits en fait? Ah oui, il y a quelques articles qui ont été publiés. Alors, elle n'avait pas les accréditations de l'armée américaine, de sorte que ces papiers n'ont pas eu la diffusion qu'ils auraient pu avoir si ils avaient été estampillés, si c'était dans les services de presse de l'armée américaine. Pour autant, il y a un certain nombre d'articles où elle raconte le front en Normandie, en Alsace. Elle a vraiment couvert les opérations, comme elle l'avait fait d'ailleurs en Italie quelques mois auparavant, puisque sa première expérience sur le front, c'est en Italie, en particulier dans la région de Monte Cassino, de Naples, et elle raconte dans son livre des choses tout à fait prenantes, poignantes et tristes sur la misère des Napolitains et sur les combats, les atrocités qui opposent les Français, les Italiens, les Allemands sur ce théâtre d'opération. Oui, allez-y. Je reviens sur le cadre, la photo dédicacée du général de Gaulle. Vous pouvez me rappeler, puisque je n'ai pas retenu, de quand date la dédicace et qui a acheté alors le cadre?
peux répondre à votre première question, mais pas à la l'autre. deuxième. Si vous pouvez la remettre, je vais prendre une photo. Le 4 juillet, alors, voilà, le 4 juillet, depuis Alger, il a prononcé un discours très important 2 jours auparavant. Et le 4, donc, il lui envoie cette photo dédicacée. Alors, je ne sais pas s'il était accoutumé d'Alger. Je ne sais pas s'il était accoutumé, si cette pratique était... Oui, si. était commune. Oui. Commune, non. Mais Vis-à-vis de femmes, hein, ah bah, à l'endroit toujours. d'une proche collaboratrice. Et en revanche, je ne sais pas à qui elle appartenait, j'imagine à la famille, et je ne sais pas davantage qui l'a acheté. Je pense que c'est la plus belle décoration. On parlait tout à l'heure qu'elle n'était pas compagnon de la libération, ainsi de suite. Absolument. Quand on connaît le poids du verbe dans l'écriture de Gaulle, il n'emploie pas les termes à la légère. Et quand il dit « c'est mon compagnon », ça a une signification tout à fait particulière et bien sûr. Et il y a une correspondance d'ailleurs qui est très nourrie entre eux, un petit peu pendant la guerre et après la guerre, et en particulier quand elle entre au Carmel, où alors elle va le voir à Colombey, et puis ensuite elle lui écrit, il lui répond. Pour la prise de voile, il dit on ne pourra pas être là avec ma femme, mais on pensera à vous, faites une prière pour nous, etc. Et les mots sont très tendres. Là encore, en tout bien, tout honneur, mais il y a une vraie affection, une admiration mutuelle, peut-être, on peut le dire. Quand elle sort du Carmel, pareil, un échange de lettres très très beau, et qui ont été publiés d'ailleurs hein, dans les notes carnets lettres. Et donc c'est une relation qui perdure jusqu'aux années 50, et après ils se perdent un peu de vue. Pour des raisons pratiques, hein, puisque elle est en poste à l'étranger. Elle sera au Chili à un moment donné, où elle passe plusieurs années, donc au Chili. Elle est au Maroc, c'est son premier poste à l'étranger, et elle est au Maroc auprès de l'ambassadeur qui est Parodi, Alexandre Parodi, c'est pas n'importe qui, et elle va écrire un très joli livre sur un monastère bénédictin qui avait été lancé dans les années 50. Et à chaque fois, elle joint la parole au geste, et il y a souvent des livres à l'appui de ces missions diplomatiques. À Florence, elle écrira un très beau livre sur un maire de Florence qui s'appelait Giorgio Lapira. Voilà, mais oui, ça vaut effectivement. Le beau compagnon, oui. Ça vaut un de mes meilleurs, et il souligne, hein, c'est pas un minçonneur, bien sûr. Respectueusement, fidèlement. Hein, C'est resté en France, vous ne savez pas? J'en ai aucune idée. Je regrette amèrement de ne pas l'avoir acquise, cette photo, dont j'aurais fait don à la Fondation Charles de Gaulle. Mais ça, c'est pas fait. C'est des regrets qui sont... Ils n'ont pas des moyens illimités, et je parle par euphémisme, mais... Et puis, la pièce n'avait pas une valeur telle qu'elle puisse être préemptée par l'État. Ça ne se justifiait pas du tout. Et pour l'avoir vue, après, c'est une très jolie photo, mais bon, c'était un peu piqué. Je me console comme je peux, parce que j'ai pas eu d'acquérir. Mais il se peut que ça ressorte. Ceci étant, il y a une flambée hein, sur toutes les... Surtout, hein, ça, il y a une espèce de spéculation. Spéculation, hein. Absolument. Alors, pour la petite histoire, on en a un comme ça, un cadre avec la même photo, signé pour le général de l'Armina, ici à la Fondation. Hein. Voilà, mais c'est la même écriture, c'est la même couleur d'écriture, la date est au même endroit, etc. Et la signature est la même, et à la fin, c'est écrit affectueusement. Voilà, pour le général de l'Armina. Alors, ce document est ici à la Fondation. Donc, ça atteste évidemment que c'est un document que le général de Gaulle a dédicacé à ses proches. Super, génial. Ouais. Dans quel Carmel était-elle? Elle était en région parisienne, elle était à Nogent.
Elle était à Nogent-sur-Marne, Carmel qui n'existe plus, où elle a d'ailleurs été assez malheureuse. Pour des raisons qui n'étaient pas liées du tout à sa claustration, qui était d'ailleurs moins stricte qu'on pourrait l'imaginer, mais parce qu'elle ne s'entendait pas du tout avec la mère supérieure. Enfin, elle en parle d'ailleurs dans son livre de ses difficultés, et puis aussi le fait de s'acclimater à la vie recluse après avoir été dans le monde comme elle l'a été. Ça a sûrement été difficile, même si elle avait une foi ardente, hein, et que ça répondait à une vocation. Elle a fait plusieurs séjours à l'étranger, en Suisse pendant ces années-là. Elle a dû se reposer, elle a eu des problèmes de santé. Elle n'exprime pas comme ça, puis c'est pas un mot qu'on utilisait à l'époque, mais c'est tous les symptômes vraiment sont là. Elle a fait une sorte de burn-out. Elle a fait une sorte de burn-out. La transition n'est pas évidente. Non, non. Et quand elle rentre au Carmel, Malraux, qui est un de ses proches, avec qui elle a beaucoup travaillé, puisqu'après à la Libération, elle est chef du service de presse du gouvernement provisoire, ce qui est une responsabilité importante, hein, pour une jeune femme, enfin, une responsabilité importante tout court. Malraux fait un texte à la Malraux, hein, pour Elisabeth de Miribel, notre compagnon admirable, qui sera la seule à ne pas lire ses lignes, etc. Et un texte qui destine à la revue du RPF, et le général lui dit c'est une décision personnelle qui appartient à mademoiselle de Miribel, donc il refuse que le texte soit publié. On le trouve dans les œuvres complètes de Malraux, hein, bien sûr. C'est un très beau texte. Elle était très, très admirée par Malraux. Alors, pour avoir été admirée par De Gaulle, par Malraux, c'est qu'elle avait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un petit plus, oui. Un petit plus. Pendant la période du RPF, elle n'a pas joué de rôle, elle était à l'étranger. Ah non, elle rentre au Quai d'Orsay, en fait, sur le concours, c'est un concours un peu sur dossier, cadre de la résistance, en fait. Il y avait une voie qui avait été créée pour les anciens résistants, et elle rentre au Quai dans les années 46-47, mais elle n'est pas encore à l'étranger, donc elle reste dans l'orbite du RPF, et elle rentre au Carmel en 49. Donc là, elle décroche complètement, évidemment. Elle n'est plus du tout dans un jeu politique, pour ainsi dire. Elle se tient sans doute informée de ce qui se passe. Elle garde beaucoup de contacts. Elle a un réseau, comme on ne disait pas encore à l'époque, très, très important dans les milieux politiques. Mais elle ne joue pas un rôle direct, hein. Elle n'est pas agent électoral, elle n'est pas... Bien sûr, elle a quand même... Et elle jouera un rôle important des années plus tard, au moment de la création de l'Institut Charles de Gaulle, puis de la Fondation. La Fondation qui va naître dans les années 90, et l'Institut est né en 1971, et c'est André Malraux qui en a été le premier président. Et comme elle, une fois qu'elle est à la retraite, elle vit à proximité, hein, elle est dans le quartier, rue de Bellechasse, c'est à 2 pas de la rue de Solferino, elle va très souvent là-bas, et c'est sa maison, elle est vraiment chez elle. Et tous les barons du gaullisme, elle les connaît, elle les côtoie, elle est respectée, elle est admirée, elle est saluée par un grand nombre d'entre eux. C'est vraiment un destin incroyable, et avec une discrétion liée aussi à son tempérament, à son éducation, et au fait de jamais, encore une fois, hein, s'être mise en avant. Et peut-être qu'elle serait Marie, de voir qu'on parle aujourd'hui un petit peu plus d'elle qu'avant, mais en même temps, elle a quand même écrit des bouquins. Moi, j'en ai parlé avec des gens de sa famille qui me disaient elle n'est pas connue parce qu'elle n'a jamais voulu l'être. Mais quelqu'un qui vraiment ne veut pas l'être,
Voilà, et son livre est magnifique, il a eu un grand succès. Sur le coup de fortes retombées médias, c'était devenu quelqu'un qui comptait dans la République des lettres sur le plan des lettres historiques. Donc il y a un sens à parler d'elle aujourd'hui, et je vous invite évidemment à le faire. Et si vous connaissez des historiens, des chercheurs, des thésards en mal de sujets, en voici un en or pour prolonger, continuer, parfaire le travail que j'ai engagé. Alors, on va évidemment à nouveau vous remercier pour cette conférence. On va vous applaudir à nouveau, David Brunner. Je vous remercie de votre invitation qui me va droit au cœur. Et inviter donc le public à se procurer cet ouvrage. À la machine, le titre n'a pas été difficile à trouver. C'est toujours une question, ça, le titre d'un ouvrage. Pourquoi c'était une évidence? Oui, alors c'est un titre un peu facétieux, mais la machine joue un rôle central. Elle est connue aujourd'hui pour avoir tapé à la machine. La machine est là, et puis la machine, elle est polysémique, c'est la machine de guerre, c'est la machine de propagande, c'est aussi le machin, hein, dont le général a parlé à une occasion. Mais c'était pas très explicite, donc il y a un sous-titre « Vie d'Elisabeth de Méribel » et « Vie au pluriel », puisqu'elle a eu, comme les chats, elle a eu plusieurs vies. Et non, mais le titre s'est un peu imposé à mon esprit. Et puis à la Fondation Charles de Gaulle, ils ont été vraiment très, très accommodants. Ils m'ont ouvert toutes les archives que je souhaitais. Ils ont été extrêmement coopératifs et très heureux d'ailleurs qu'il y ait enfin un livre qui lui soit consacré. On y a d'ailleurs lancé l'ouvrage en début d'année à l'occasion de ce qu'ils appellent une conversation de Solferino, où Hervé Guémard m'a interviewé, comme on le fait ce soir. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu à la Fondation d'Invincible, et puis merci pour ce bel ouvrage. Merci à vous. Consacré à Elisabeth de Méribel. Merci beaucoup. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.